Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire la tier list, enfin en tout cas, est-ce que j'achète, est-ce que je n'achète pas, est-ce que je regarde, euh, du top 10 des actions américaines en termes de capitalisation. Donc là j'ai volontairement exclu, on va dire, les entreprises qui ne sont pas américaines. Alors il faut savoir que moi j'ai des grosses convictions sur les États-Unis et que je considère que ça sert à rien, on va dire, de se diversifier parce que ces entreprises-là sont déjà de base diversifiées de par leur activité et je suis convaincu que les États-Unis ont encore de belles heures devant elles et qu'on n'est pas prêt de voir l'Inde ou de voir la Chine ou de voir des pays émergents surperformer en tout cas les États-Unis. Donc là ici on a les 10 entreprises en termes de capitalisation les les plus grosses du monde. Euh, donc la tier list, je l'ai divisée en trois parties. Donc est-ce que je l'achète, est-ce que j'attends ou est-ce que je ne l'achète pas? Voilà, ça sert à rien de se poser 28 questions en bourse et ça doit quasiment être du tac au tac. Donc on commence tout de suite. Alors JP Morgan, donc JP Morgan, une entreprise, on va dire, dans le secteur bancaire. Le problème de JP Morgan, c'est que moi je considère que les bancaires ne sont pas en général des bons investissements. Euh, pareil, je suis convaincu qu'en bourse, c'est pas le jeu des sept familles en fait. L'idée, c'est pas d'avoir une entreprise par secteur. On va pas avoir une bancaire, une entreprise dans la santé, une dans la technologie, une dans la consommation. Voilà, je préfère avoir deux entreprises dans la technologie qui performent que se dire bah là j'ai une bancaire mais finalement elle est un petit peu en galère. Donc moi JP Morgan, je suis pas du tout fan du secteur. Le secteur bancaire c'est très cyclique et ça dépend on va dire énormément des taux directeurs. Euh, donc JP Morgan je n'achète pas. Tesla. Alors Tesla c'est une des grosses entreprises en vogue avec énormément de hype. Euh, Globalement, moi j'ai trois problèmes avec Tesla. Et je suis pas du tout acheteur, en tout cas je veux pas qu'elle intègre mon portefeuille. Premier problème que j'ai avec Tesla, c'est sa capitalisation, en tout cas comment elle est euh, évaluée pour le moment. Donc Tesla, si on regarde, n'a jamais été aussi haute. Elle est quasiment à son plus haut. Donc là, en fait, là, investir dans Tesla maintenant, c'est quasiment j'ai envie de vous dire, du suicide. Donc ça, c'est gros premier point qui fait que je ne veux pas l'avoir en portefeuille parce que pour moi, c'est pas un bon point d'entrée. Au-delà de ça, j'ai deux autres soucis. Le deuxième souci, c'est Elon Musk. Je considère que trop de choses reposent sur lui et que je pense que Tesla ne serait pas Tesla sans Elon Musk et que s'il vient à vendre ses actions à partir de l'entreprise, etc., je pense que la hype va globalement redescendre et qu'en fait c'est trop, on va dire, dépendant de ce qu'il dit, de ce qu'il tweet. Donc ça c'est le deuxième gros problème que j'ai avec Tesla et ce pourquoi je veux pas l'avoir dans mon portefeuille. Et troisième gros souci et que j'entends souvent chez pas mal d'investisseurs, c'est oui mais Tesla, ils vont faire les robots taxis. Enfin oui c'est très bien ce qu'ils disent, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, il y a quand même un écart. Et là je considère que se baser sur des promesses à ce prix-là, c'est du suicide. Euh, voilà, on va pas se mentir, hein. Si Tesla était à ce prix-là, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec la hype des taxis, et encore, ça, moi, j'achèterais pas parce que c'est pas dans les fondamentaux, on va dire, me suffisent pas. Mais je comprendrais plus quelqu'un qui achèterait ici et qui se dit, voilà, ils vont sortir les taxis que quelqu'un qui achète ici. Mais bon, là pour attendre ce truc-là, il faudrait une chute de 63%. Euh, donc là, actuellement, c'est pas du tout, pour moi en tout cas, un bon investissement et c'est à ne pas mettre, en tout cas en portefeuille, en tout cas pas à ce prix-là. Et donc moi, je décide de
pas du tout la mettre en portefeuille, ni de l'attendre à ce prix-là, parce que comme je vous ai dit, même si elle descend, je serais pas du tout acheteur sur Tesla de par les deux derniers arguments que je vous ai dit. Alors, Berkshire Hathaway, donc c'est une entreprise qui a été confondée, on va dire, par Warren Buffett. Euh, alors, globalement, j'avoue, je connais pas les activités de Berkshire Hathaway, même si je sais que c'est de la gestion d'actifs et que ça rentre aussi un petit peu dans la finance. Moi, globalement, on va regarder le prix de Berkshire Hathaway. Là, c'est pareil, en fait. Il faut se dire que même si c'est une bonne action, euh, là, à ce prix-là, elle ne peut pas être une bonne action, quoi. Il faudrait attendre, pour ceux qui ça intéresse, une chute de 20% minimum pour venir acheter une première fois. Donc là, Berkshire Hathaway, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est pas le genre d'entreprise, en tout cas, que je veux mettre en portefeuille, en tout cas dans mon portefeuille. Broadcom, entreprise hype aussi du moment, qui a vraiment fait, on va dire, une ascension fulgurante. Donc une entreprise dans les semi-conducteurs. Là c'est pareil, moi je vais passer mon tour sur ce genre d'entreprise. Je déteste les entreprises, on va dire, qui profitent d'une hype. Euh, Parce que là, en fait, c'est l'intelligence artificielle, hein, qui produit toute cette hype et cette demande qu'il y a dans les semi-conducteurs. Euh, Globalement, le souci de ces entreprises-là, c'est que là, actuellement, elles font de très bons résultats parce qu'il y a énormément de demandes et leur carnet de, leur carnet de réservation, en tout cas de clients, est plein. Sauf que, est-ce que ce carnet-là sera encore plein dans les années à venir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, elle est actuellement à ce niveau-là, à 330 dollars. Euh, Broadcom, on voit, en 2022, il était à 41 dollars, quoi. Et donc là, pareil, hein, avec une chute de 50%, pourquoi pas, mais en fait, encore une fois, je vais pas rentrer sur des entreprises hype, je préfère des entreprises qui sont moins regardées par tout le monde, ou en tout cas qui attirent moins l'œil du moment. Donc ça, Broadcom, à ce prix-là, ça m'intéresse pas non plus. Meta. Alors Meta, c'est une entreprise que vous connaissez toutes et tous. Hop. Donc Meta qui ont des excellents fondamentaux, qui publient très souvent de très bons résultats. On voit que Meta, il y a eu un plus bas à 88 dollars en 2022. Et donc là, actuellement, on est quasiment au plus haut à 707 dollars. Moi, j'aime vraiment cette entreprise, de par les fondamentaux qu'elle a, la stabilité de son chiffre et de ses chiffres, le fait qu'elle ne dilue pas ses actionnaires, qu'elle a très peu de dettes et qu'elle a aussi de très bonnes marges parce que c'est le secteur qui joue, hein. Tout ce qui est technologie, il y a énormément de marge, en tout cas dans les services. Donc moi, je suis vraiment fan de Meta et de par aussi tout l'écosystème qu'ils ont pu construire et avoir avec toutes les comment dire, avec tout l'écosystème méta. Euh, Sauf qu'en fait à ce prix-là, moi je suis pas du tout acheteur. Méta, je pourrais rentrer sur une méta s'il y a un repli dans les 400 dollars. Donc dans les 400 dollars, là on est à 707 dollars. Dans les 400 dollars, il faudrait une chute de, allez, 40%. Donc une chute de 40%, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'avoir, mais ça pourrait arriver un jour. En tout cas, Meta, c'est une entreprise qui est en attente pour moi. Euh, Si elle redescend, c'est une entreprise qui pourrait en tout cas incorporer en tout cas venir se mettre dans mon portefeuille. Amazon. euh, Amazon, c'est pareil, j'ai un gros souci avec Amazon parce que je considère que, je vais vous dire, hein, je suis pas forcément fan de l'entreprise, je suis pas forcément non plus utilisateur des services.
Je trouve que l'écosystème n'est pas si bon que ça, et en tout cas les fondamentaux et leurs chiffres ne sont pas non plus transcendants, quoi. En termes de marge, en termes de dette, en termes de croissance, je trouve pas ça non plus transcendant alors qu'ils ont le monopole pour le moment. Donc moi Amazon, je vais passer mon tour et encore plus à ce prix-là. Pareil, je doute, ou en tout cas j'émets des doutes sur la capacité à Amazon à rester premier. Google, Google, en termes de... on va essayer de trouver Google. Google, le gros souci que j'ai avec Google, déjà c'est le prix. Elle n'a jamais été aussi haute quasiment. Et là, le second problème que j'ai, c'est qu'il y a énormément, on va dire, de dépenses en capital euh, de Google, hein. Ils dépensent énormément pour essayer d'innover, en tout cas de trouver d'autres solutions. Alors, ces investissements-là, ils sont nécessaires, hein, mais est-ce qu'ils vont être rentables? C'est une autre question. En tout cas, à ce prix-là et dans le top 10 des entreprises les plus capitalisées, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne opportunité de par le ratio, on va dire, risque-bénéfice qu'il est possible d'avoir, quoi. Si elles étaient à 150, pourquoi pas? Mais c'est pareil, je doute un peu de leur capacité à rester numéro un. Et, et j'ai un peu peur des grosses dépenses en capitaux qu'ils font là actuellement. Tous les trimestres, ils en font. Euh, Ça représente vraiment des milliards. Et je me dis, est-ce que ces milliards-là seront bien utilisés et permettront une grosse croissance? Je sais pas. Je sais pas et je suis pas forcément sûr. Donc non. Apple, Apple, c'était une entreprise que j'avais en portefeuille il y a pas mal de temps. Le souci que j'ai avec Apple, c'est que en fait, si on regarde bien les chiffres, là je les ai pas sous le coude, mais déjà elle est très très haute, elle n'a jamais été aussi haut. Et, euh, et Apple stagne. Alors ils ont encore des fondamentaux très très propres, mais de par la croissance de chiffre d'affaires, de la free cash flow, etc., ça stagne et on se retrouve sur des niveaux, on va dire, des années antérieures. Donc pour le moment, il n'y a plus de croissance chez Apple, alors que son prix est au plus haut. Donc là, c'est pareil, à part une chute et qui est vraiment une avancée, en tout cas de technologie, une avancée de technologie qui est sortie, hein, pas des promesses. Moi, je vais rester en dehors d'Apple. Pour moi, le marché est globalement décorrélé de la croissance et en tout cas avec ce qui nous montre, avec ce qui nous sort comme chiffres, Apple ne progresse plus depuis des années. Alors pourquoi il est au plus haut? Ça c'est encore un autre problème, mais globalement Apple, ça m'intéresse pas. Microsoft. Alors Microsoft, c'est une très très bonne entreprise, pareil, qui a un gros écosystème et on va dire un gros pouvoir de changement. C'est-à-dire qu'ils ont un mode de changement. Quand il y a un utilisateur Microsoft qui a tout l'écosystème, c'est très dur pour un concurrent de le faire changer. Et même pour l'utilisateur, il va avoir du mal à changer parce que voilà, c'est du temps, c'est des démarches, c'est des ressources aussi financières. Donc en général, les entreprises qui utilisent Microsoft et la suite entière, en tout cas tout l'écosystème, euh, ne vont pas changer, ou en tout cas vont changer plus difficilement qu'un autre concurrent, de par la complexité et tout l'écosystème qu'ils ont pu construire. Donc là, Microsoft, très très bonne entreprise avec des bons fondamentaux, ils ont une belle croissance, ils ont une belle croissance aussi de leur free cash flow, ils ont très peu de dettes, ils ne diluent pas leurs actionnaires, ils ont aussi des bons ratios de rendement. Donc Microsoft, c'est pareil, hein, vous allez voir, c'est quasiment pareil pour toutes les entreprises, mais elle est très très haute. Donc Microsoft, à part si elle chute ici dans cette zone, sinon je ne serai pas acheteur. Et donc là on attend quand même une chute de 30%. Alors 30% ça peut arriver, mais c'est pas non plus demain que ça va arriver. Donc Microsoft en attente aussi.
Et donc la dernière de la tier list, Nvidia. Donc Nvidia, c'est l'entreprise la plus capitalisée au monde. Donc là, ça rejoint un peu l'argument de Broadcom. Pour moi, Nvidia, c'est une entreprise hype du moment, de par toute la demande en IA et tout ce qui, on va dire, carte graphique, en tout cas intelligence artificielle. Euh, c'est pareil, je suis pas fan des entreprises hype. Cette hype-là est justifiée, mais est-ce qu'elle sera encore justifiée aussi haute et aussi grande dans les années à venir, potentiellement? Là, on voit qu'ils font des très très bons chiffres, des très bons résultats, sauf que est-ce que ces résultats vont tenir dans le temps, sachant que là, elle est déjà très très haute. Vous voyez, elle est à 185 dollars. En fait, à ce prix-là, les attentes du marché vont être très très hautes. Alors là, Nvidia, pour ne pas décevoir, ils vont vraiment devoir sortir des chiffres phénoménaux chaque trimestre, et la moindre... comment je pourrais dire ça? Le moindre faux pas, même si les chiffres restent bons, eh ben, ça va se faire sanctionner directement. Et donc en fait, ça nous offre beaucoup moins en tout cas enfin, ça nous offre beaucoup plus de risques. Donc là, en tout cas, ce prix-là, Nvidia, j'achète pas. Même si elle chute à 80, j'achète pas non plus parce que c'est trop hype en fait. Le problème de ces entreprises-là, c'est que c'est trop hype et que Nvidia, en fait, il y a quelques années, on n'entendait pas parler, ou peu. Et là, c'est devenu l'entreprise la plus hype, tout le monde la veut, tout le monde la veut en portefeuille. Et, euh, et c'est à ce moment-là, pour moi, où il faut partir et prendre un petit peu de recul et revenir un petit moment plus tard, où elle sera à un prix plus intéressant, mais en tout cas, le ratio risque sur bénéfice sera plus intéressant. Donc Nvidia, ça ne m'intéresse pas non plus. En fait, tout ça, ça permet de se dire, bah là, en fait, sur les 10 entreprises les plus grosses du marché américain, en fait, il n'y en a aucune qui m'intéresse à l'instant T. Il y en a deux qui m'intéressent, mais pas à ce prix-là, et il y en a 8 qui ne m'intéressent pas. Donc là, ça permet de se rendre compte qu'en fait, le marché est très très haut, et que pour avoir des bonnes opportunités, il va falloir attendre. Et en tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je ne vous conseille pas de rentrer sur des entreprises qu'on a vues ici, parce elles sont très hautes, et en fait, vous allez prendre beaucoup de risques. Et vous prenez le risque aussi de rester sur cette position-là et qu'elle reste, on va dire, en moins-value, en plus-value, mais vraiment légère. En fait, ce risque-là, vous ne pouvez pas le prendre à ce niveau-là. Bon, je vais reprendre l'exemple parfait, hein, mais c'est LVMH. LVMH, tout le monde voulait en acheter quand c'était à 900. La hype de LVMH à 900 est la même que celle d'NVIDIA actuellement. Sauf qu'en fait, celui qui est rentré à 900, et ben là actuellement, à 900, là il perd 37%. Et en fait, tant que LVMH ne remontera pas à 900, il sera en moins-value. Donc en fait, tous ces mois-là, parce que chaque bougie c'est un mois, c'est des mois où en fait le cash de cette personne-là va être immobilisé dans le rouge. Donc en fait, est-ce que c'est pas mieux finalement de se dire, bah, j'attends que la hype redescende un petit peu et je rachète à un point plus intéressant? Globalement, je suis plus de la seconde option. Après, voilà, chacun son choix, mais en tout cas, sur les 10 entreprises américaines, il n'y en a que 2 qui m'intéressent et elles ne sont pas à leur bon prix. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.